100 jours après le début de l'invasion russe en Ukraine, les évacuations de civils se poursuivent dans l'est du pays. Le secrétaire général de l'OTAN met en garde contre une guerre d'usure. Alors que les États-Unis connaissent des fusillades à répétition, le président Joe Biden a une nouvelle fois appelé les membres du Congrès à mieux encadrer la vente d'armes à feu. Après le fiasco de samedi dernier au Stade de France, les autorités françaises ne veulent prendre aucun risque. 2000 policiers seront déployés pour la rencontre France-Danemark ce soir. Coup d'envoi des célébrations du jubilé d'Élisabeth II ce jeudi. À 96 ans, la reine britannique est au pouvoir depuis 1952. Cela fait désormais 100 jours que la Russie a commencé son invasion de l'Ukraine. Aujourd'hui, près de 20% du territoire a été conquis par Moscou, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Si les troupes russes se concentrent sur l'est du pays, elles ont aussi avancé dans le sud, le long des mers Noires et d'Azov. Une guerre qui a également fait plus de 6 millions d'exilés et 8 millions de déplacés internes en Ukraine. Des évacuations qui se poursuivent, comme ici à Sloviansk, ville de l'est du pays, privée d'eau et d'électricité. Une centaine de personnes a quitté la ville jeudi et les autres sont appelées à suivre. Mardi, une frappe aérienne avait fait 3 morts et 6 blessés. Lors d'une visite à Washington, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a estimé que les pays occidentaux doivent se préparer à une guerre d'usure. Les guerres sont par nature imprévisibles et nous devons donc simplement être préparés pour le long terme. Car ce que nous voyons, c'est que cette guerre est maintenant devenue une guerre d'usure, où les Ukrainiens payent un prix élevé pour avoir défendu leur propre pays sur le champ de bataille. La responsabilité de l'OTAN est d'aider et de soutenir l'Ukraine à faire respecter son droit à l'autodéfense. Dans le même temps, l'OTAN a également la responsabilité d'empêcher que cette guerre ne s'intensifie pour devenir une guerre à part entière entre la Russie et l'OTAN. Volodymyr Zelensky s'est lui réjoui du retour progressif des ambassades à Kiev, un temps déplacé à Lviv ou ailleurs. Il a appelé les ambassadeurs à continuer de soutenir l'Ukraine en lui fournissant les armes nécessaires à sa défense. Les ports ukrainiens de la mer Noire vont-ils se débloquer? D'après une agence de presse turque, des représentants de Kiev, de Moscou et d'Ankara vont bientôt se rencontrer pour discuter de l'instauration d'un corridor alimentaire. L'idée est de permettre l'exportation des produits agricoles ukrainiens bloqués par la Russie. Un accord représenterait un grand succès dans la diplomatie du président turc Recep Tayyip Erdoğan. Depuis le début de la guerre, il maintient sa neutralité entre la Russie et l'Ukraine et a discuté avec les chefs d'État des deux pays cette semaine. Les Nations Unies coordonneraient aux côtés de la Turquie un centre de discussion entre les deux pays à Istanbul. 20 millions de tonnes de grains ukrainiens pourraient alors rejoindre les marchés mondiaux. L'Ukraine est un des plus grands exportateurs de céréales au niveau mondial. Elle fournit 12% de la consommation planétaire. Certains pays sont menacés de famine par cette guerre loin de chez eux. La Pologne va sous condition pouvoir bénéficier des fonds européens pour le plan de relance post-pandémie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue à Varsovie pour confirmer le déblocage de Bruxelles. Le plan global de 800 milliards d'euros vise à remodeler notre continent pour les générations futures. Hier, après une évaluation approfondie, la Commission a donné son feu vert au plan de relance pour la Pologne. Près de 43% de ce plan vont dans le sens de nos objectifs pour le climat. Mais avant de recevoir ces 35 millions d'euros, la Pologne doit réformer sa justice. L'actuelle controversée chambre disciplinaire doit être supprimée et remplacée par un tribunal indépendant. Et les poursuites ouvertes contre certains magistrats qui avaient émis des critiques sur le système judiciaire en place doivent être révisées. Certains eurodéputés restent toutefois sceptiques. Nous n'avons aucune garantie que le gouvernement polonais changera son comportement et son manque de respect du droit de l'Union européenne.
Nous n'avons vu aucun signe indiquant qu'il a tiré les conséquences des résolutions adoptées par le Parlement européen et les appels répétés au gouvernement polonais et hongrois pour qu'il respecte pleinement les valeurs de l'article 2. Nous n'avons aucune garantie que l'actuelle chambre disciplinaire sera réellement démantelée et pas juste rebaptisée. Bruxelles était sous pression pour donner son aval au déblocage du plan de relance face aux besoins de la Pologne, qui accueille le plus grand nombre de réfugiés ukrainiens dans l'UE et sert de centre logistique pour les armes envoyées en Ukraine par les pays de l'UE et les États-Unis. Après les fusillades de l'école primaire d'Uvalde, d'un supermarché de Buffalo et celle mercredi d'un hôpital de Tulsa, combien de carnage de plus sommes-nous prêts à accepter? C'est la question que s'est posée Joe Biden qui s'exprimait jeudi à la Maison-Blanche. Comme son prédécesseur Barack Obama, le président démocrate appelle le Congrès à agir pour contrôler les armes à feu. Nous devons interdire les armes d'assaut et les chargeurs à grande capacité. Et si nous ne pouvons pas interdire les armes d'assaut, alors nous devrions faire passer l'âge pour les acheter de 18 à 21 ans. Nous devrions renforcer les vérifications des antécédents, promulguer des lois sur le stockage sécurisé et des lois sur les signaux d'alarme, abroger l'immunité qui protège les fabricants d'armes à feu de toute responsabilité, s'attaquer à la crise de la santé mentale, approfondir le traumatisme de la violence armée et en tirer les conséquences. Ce sont des mesures rationnelles et de bon sens. Un groupe de 9 sénateurs, démocrates et républicains travaille sur plusieurs mesures comme la vérification des antécédents des acheteurs d'armes ou la saisie temporaire d'armes appartenant à une personne jugée instable et dangereuse. Mais même ces mesures à minima ont peu de chances d'aboutir. Il faudrait pour cela que les démocrates convainquent 10 sénateurs républicains. Or, les conservateurs s'opposent dans leur grande majorité à toute régulation des armes à feu et nombre d'élus républicains de premier plan sont financés par le puissant lobby des armes, la NRA. La question pourrait être un enjeu central des élections de mi-mandat en novembre. Plus de 2000 policiers et gendarmes, dont quelques 650 spécialistes de la lutte contre la délinquance, seront déployés ce vendredi soir aux abords du Stade de France. C'est ce qu'a annoncé jeudi la préfecture de police de Paris. Près de 77 000 spectateurs sont attendus pour le match entre la France et le Danemark. Cette rencontre ne comporte pas de danger particulier selon la préfecture, mais les autorités françaises ne veulent prendre aucun risque après le fiasco de samedi soir lors de la finale de la Ligue des Champions. Les images de spectateurs agglutinés derrière les grilles du Stade de France, de forces de l'ordre intervenant avec des gaz lacrymogènes et de chaos à la fin du match ont fait le tour du monde. De nombreux pays s'interrogent sur la capacité de la France à accueillir de nouvelles compétitions sportives internationales, mais le président français a tenu à les rassurer. La France a toujours montré qu'elle savait attirer des grandes compétitions, on l'a montré encore avec l'Euro. On tirera toutes les conséquences de ce match, mais dois-je rappeler que beaucoup de ces finales, malheureusement, ont parfois eu des événements bien plus dramatiques. Et nous nous apprêtons aujourd'hui à accueillir le rugby en 2023 et les JO en 2024. Le président français a également réitéré toute sa confiance en son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Celui-ci est pourtant dans la tourmente alors que de nombreuses voix l'accusent de mensonges, notamment outre-Manche. Le ministre de l'Intérieur affirme que 30 à 40 000 personnes sans billets ou munies de faux billets étaient présentes samedi soir au Stade de France, principalement des supporters anglais. La FFF et l'UEFA ont confirmé la présence de 2800 faux billets. C'est au château de Windsor qu'Elisabeth II a lancé le Beacon Lighting jeudi soir, une tradition consistant à allumer des lumières en l'honneur du souverain. Le royaume célèbre ses 70 ans de règne. La reine a appuyé sur un globe, symbole du Commonwealth. Elle est chef d'État de 15 pays. Elle a lancé l'éclairage d'une sculpture représentant un arbre en face du palais de Buckingham, à Londres, où était présent son petit-fils, le prince William. Plus de 15 000 symboles lumineux ont éclairé le Royaume-Uni et les capitales du Commonwealth la nuit dernière pour ce jubilé de platine. Certains lieux symboliques ont même revêtu les couleurs de l'Union Jack, le drapeau britannique. Dans un autre genre, des archers ont également allumé des éclairages le long du mur d'Adrien, vieux de 1900 ans. Cette construction devait protéger l'Empire romain des barbares.
La reine n'assistera pas à la messe en son honneur ce vendredi. À 96 ans, elle est fatiguée par ces cérémonies.